Salut la team. Je tenais à vous remercier pour votre patience et votre fidélité. Ce premier podcast aura pour objectif de résoudre le problème de délai par rapport à mes vidéos. Il marque le début d'une aventure et j'espère qu'il vous plaira. Ainsi, nous continuons la série La mariée du roi dragon. Pour ceux qui ne l'ont pas encore regardée, veuillez vous référer à la playlist où nous avons publié le début de la série. Sur ce, bonne écoute. Lucina surprise en voyant Hakan et ne put s'empêcher de lui demander s'il était réellement là. S'approchant d'elle, Hakan confirma qu'il était bel et bien là et s'inquiéta aussitôt de son bien-être. C'est alors que le chef religieux, présent à leur côté, prit la parole, révélant qu'il avait remarqué quelque chose d'inhabituel. Il évoqua la disparition du pouvoir divin qui habitait autrefois en Lucina, laissant entendre que Marisa l'avait dérobé. Il mentionna que Marisa semblait avoir absorbé bien plus du pouvoir de Lucina que ce qu'ils avaient supposé. Face à cette révélation, Hakan resta sans voix. Il était décontenancé par la nouvelle. Le chef religieux continua, exprimant son inquiétude pour la souffrance endurée par Lucina suite à cette perte, faisant référence au lourd fardeau que représente la maternité d'un enfant dragon et soulignant le miracle de sa survie. Lucina, prenant conscience de la situation, évoqua le collier offert par le chef religieux qui semblait avoir joué un rôle vital pour sa survie. Elle expliqua que malgré qu'elle était enveloppée par la magie noire de Marisa, une lueur bienfaisante s'était échappée du collier. Hakan, submergé par la colère et le remords, se blâma pour tout ce qui était arrivé. Il se souvint des avertissements du chef religieux concernant la guerre imminente avec les tueurs de dragons et les dangers que cela représentait pour Lucina et son enfant à naître. Hakan posa les yeux sur sa femme, exprimant ses regrets, reconnaissant que sa propre avidité l'avait conduite à cet état. Lucina, d'une voix douce, le rassure en lui assurant que tout irait bien, qu'elle savait qu'il viendrait la secourir. Soudain, sa main glissa instinctivement sur son ventre, mais elle fut surprise de ne pas sentir la présence du bébé en elle. Interrogeant, elle demanda où était leur enfant. Le chef religieux lui rappela que Marisa l'avait emmené avant leur arrivée. Déconcertée, Lucina les interrogea et voulait savoir pourquoi elle ne se souvenait de rien. Le chef religieux suggérait que la douleur pourrait être à l'origine de sa perte de mémoire. Lucina tourna son regard vers Hakan, cherchant confirmation. Incrédule, elle refusait d'accepter cette réalité, convaincue que leur enfant ne pouvait pas avoir disparu. Les larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle les implorait de retrouver leur bébé. Hakan, bouillonnant de colère devant la douleur de sa femme, l'entoura de ses bras, lui répétant qu'elle restait sa femme et la reine de Tayar, même sans enfant. Mais Lucina, résolue, affirma que cet enfant était le leur et qu'il devait le récupérer chez Marisa. Le chef religieux expliqua que Marisa avait probablement déjà sacrifié l'enfant pour s'approprier ses pouvoirs. Si par miracle l'enfant réapparaissait, il ne serait plus le leur, mais plutôt Marisa qui avait pris l'apparence du bébé, car leur vrai enfant avait déjà été perdu. Lucina continua de pleurer, réclamant son bébé. Elle était inconsolable devant cette tragédie. Quelques jours plus tard, le chef religieux retourna au temple après une absence prolongée, tandis que Lucina et Hakan regagnaient Tayar. Arrivé au palais, Titi, les yeux embués de larmes, s'approcha de Lucina et l'enlaça tendrement, exprimant son soulagement de la savoir de retour saine et sauve. Pendant que Titi prenait soin d'elle, Hakan se concentrait sur la stabilisation de Tayar, sa tâche la plus pressante à présent. Entendant deux serviteurs du palais s'interroger sur la disparition de nombreux habitants et sur l'étrange atmosphère qui régnait à Tayar depuis le départ de Sa Majesté en guerre, Hakan comprit l'urgence de la situation. Plus tard dans la journée, il convoqua le conseil royal pour discuter de l'enfant. Expliquant que son enfant n'était pas revenu avec eux, Hakan révéla la tragédie de sa mort. Les membres du conseil, surpris, lui demandèrent des éclaircissements sur les circonstances de cette perte. Hakan leur expliquait que Lucina avait été attaquée par des chasseurs de dragons, mais qu'elle avait miraculeusement survécu. Il souligna qu'il ne cherchait pas de coupable dans cette tragédie. Les membres du conseil soulignèrent qu'aucune lettre mentionnant l'enlèvement de Lucina n'avait été reçue, contrairement à ceux qui avaient été rapportés. En colère,
il dénonça les rapports mensongers du Conseil sur la situation de Lucina, les mettant en garde contre toute critique envers elle concernant la perte de son enfant. Il affirma fermement sa position en tant que reine légitime de Tayar, rappelant que sa légitimité avait été reconnue lors de la cérémonie et que les péchés de Gilet avaient été pardonnés. Cependant, il avertit que les péchés de Gareth demeuraient, espérant que personne ne commettrait l'erreur de le minimiser. Plus tard, la prêtresse examinait Lucina et lui annonça que son corps avait atteint ses limites, l'empêchant désormais de concevoir une progéniture de dragon. Surprise d'entendre cela, Lucina cherchait confirmation de cette triste nouvelle et réalisa alors qu'elle pourrait ne plus être qualifiée pour être la reine de Tayar. Titi tenta de réconforter Lucina, tandis que la prêtresse lui recommandait d'avoir une conversation franche avec Sa Majesté. Puis, demandant la permission de se retirer, elle quitta la pièce. Lucina, submergée par la tristesse, s'attribua la responsabilité de cette situation, regrettant que son enlèvement ait conduit à la perte de son enfant. Pendant ce temps, les soldats en guerre rapportèrent qu'ils avaient reçu subitement l'ordre de rentrer à Tayar. L'un d'eux mentionna qu'ils n'avaient pas encore éliminé tous les chasseurs de dragons. Un autre soldat s'interrogea sur ceux qui avaient bien pu se passer à Tayar pour justifier un tel rappel. Un camarade qui revenait de la chasse expliquait que l'armée de Brion n'avait pas lancé d'attaque récente, suggérant qu'il était plus judicieux de retourner à Tayar que de rester inactif. Les soldats acquiescèrent à ces propos. Un autre soldat exprima son étonnement quant à l'arrêt soudain des attaques des soldats de Brion. Le second envisagea la possibilité d'une embuscade sur leur chemin de retour. Tulan, chargé par Akan de diriger la troupe en son absence, fit son apparition. Les soldats, surpris de le voir, se hâtèrent de lui assurer qu'il travaillait d'arrache-pied en son absence. Tulan se demandait pourquoi Akan avait ordonné leur retour à Tayar. Il se demanda s'il s'était arrivé quelque chose de grave à Lucina. Pendant ce temps, au palais de Brion, le vieux roi interrogeait Marisa sur son engagement à rester à ses côtés en cas de victoire. Il s'étonna de ses ordres de retirer ses soldats alors que la guerre semblait presque terminée. Marisa fondit en larmes, exprimant son désir de mettre fin à cette terrible guerre. Elle mentionna la réduction des tueurs de dragons et la perte du commandant de l'armée de Brion, ajoutant qu'il y avait d'autres femmes mieux adaptées à Sa Majesté qu'elle. Le roi la rassure en lui affirmant qu'elle était irremplaçable à ses yeux et la serrait dans ses bras. Malgré cela, Marisa, dans ses pensées, se demanda combien de temps elle devrait encore jouer ce jeu avec le vieux roi. Elle exposa son plan avec assurance, expliquant qu'en ciblant d'abord le roi des barbares, il pourrait précipiter la fin de la guerre. Étant éloigné du champ de bataille depuis longtemps, il serait une cible plus facile. Marisa prédit que la chute de Tayard suivrait inévitablement la mort de son grand roi. Le roi de Brion loua l'ingéniosité de Marisa et lui demanda comment elle avait eu une telle idée, admirant son audace. Marisa répondit humblement qu'elle était là pour servir Sa Majesté et pensa en son fort intérieur qu'il était facile à manipuler. Elle envisagea également de se débarrasser des soldats de Brion tant qu'elle en avait l'opportunité. Plus tard, Tulan et les autres guerriers étaient en route vers Tayar lorsqu'ils furent repérés par les soldats de Brion qui les guettaient. Certains soldats de Brion proposèrent d'éliminer directement le roi de Tayar, tandis qu'un autre suggéra de tuer tous les guerriers ennemis, les qualifiant tous de barbares. Sans attendre, il décocha une flèche en direction d'un des guerriers de Tayar. Touché par la flèche noire, le guerrier s'effondra. Tulan réalisa qu'ils étaient désavantagés car ils n'avaient plus de reliques sacrées pour soigner les flèches noires. Le guerrier blessé, reconnaissant son erreur, demanda à Tulan de le laisser derrière et de s'échapper. Tulan exprima ses regrets et le soldat, avec noblesse, lui assura qu'il n'avait pas à s'excuser, assumant la responsabilité de son imprudence. Les soldats de Brion reprirent leurs tirs, forçant Tulan à donner l'ordre de retraite à tous les guerriers de Tayar. Il sauta sur son cheval, entraînant les autres à fuir rapidement. Les soldats de Brion jurèrent de les poursuivre sans délai. Cependant, les shifters de Marisa, infiltrés parmi les soldats de Brion, surgirent soudainement et les attaquèrent par surprise,
éliminant tous leurs adversaires et se félicitant d'avoir éliminé les soldats de Brion. L'un d'eux rétorqua qu'il devait maintenant s'occuper du roi de Taïar. Plus tard, de retour à Taïar, Tulan informa Akan de leur retour selon ses ordres. Akan le remercia pour ses efforts, bien que son visage trahît une colère latente. Tulan, perplexe, interrogea Akan sur ce qui s'était passé à Taïar. Initialement silencieux, Akan finit par lui dire qu'il lui donnerait des explications ultérieurement, mais que pour l'instant, il devait se reposer, tout comme les guerriers. Tulan proposa à Akan de les accompagner, mais ce dernier préféra s'isoler pour réfléchir. Akan ne savait pas comment expliquer la situation à Tulan, et il avait l'impression que ces hommes souffrent à cause de lui. En chemin, il croisa 2 guerriers arrivant en retard. Interrogés sur leur retard, ils expliquèrent qu'ils étaient tombés dans une embuscade en chemin. Ils n'avaient pu abandonner leurs camarades blessés par une flèche noire. Entendant cela, Akan leur demanda si les tueurs étaient là présents. Ils expliquèrent qu'ils s'étaient cachés pour attaquer et que les guerriers de Taïar étaient incapables de riposter, les obligeant ainsi à fuir. Ils exprimèrent leur regret, prenant la responsabilité de ne pas avoir pu éliminer ces tueurs. Akan les rassure en leur assurant que ce n'était pas de leur faute, mais plutôt ses propres lacunes. Se souvenant que les shifters de Marisa portaient tous une boucle d'oreille distinctive, il remarqua que ceux qui s'étaient fait passer pour ces guerriers étaient déjà démasqués. Saisissant sa lance, il demanda avec colère comment il osait prendre l'apparence des braves guerriers de Taïar. Soudain, un autre shifter surgit derrière lui et le poignarda dans le dos avec une flèche noire. Alors qu'ils se moquèrent du fait que le roi de Taïar ne représentait pas un défi majeur pour eux, pensant l'avoir maîtrisé, ils furent pris par surprise lorsque, d'un mouvement rapide, Akan disparut, et avant qu'ils n'aient le temps de réagir, il réapparut devant eux et leur trancha la tête d'un seul coup.